Et il a dit, je laisse Israël à A+. D'ailleurs, dans toutes les sociétés de notation, Israël est à des niveaux au-dessus de A, est un des meilleurs pays cotés au monde. Je vois que tous les indicateurs économiques qui sont pour moi importants sont au vert. Nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim pour sa revue de la presse économique. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va parler économie, bien entendu, et on va parler des bonnes notes, on va dire même des excellentes notes et notations de l'économie israélienne qui viennent de l'extérieur et même de l'intérieur, puisqu'on sait qu'Avigdor Lieberman se tape sur l'épaule régulièrement en soulignant l'extrême croissance de l'économie israélienne, mais vous avez d'autres données qui sont extrêmement encourageantes aussi. Oui. Justement, Lieberman, vous avez parlé, il s'est basé sur la note que je viens de vous donner pour de nouveau se féliciter de cela. C'est basé sur la note qui a été donnée cette semaine par la compagnie internationale de rating, de notation, qui s'appelle Fitch. C'est une des 3 compagnies américaines qui notent les pays. Et il a dit, je laisse Israël à A+. Et d'ailleurs, dans toutes les sociétés de notation, Israël est à des niveaux au-dessus de A, est un des meilleurs pays cotés au monde. Et il a dit ça. Bien qu'il y a en Israël un problème géopolitique qui est connu, je vois que tous les indicateurs économiques qui sont pour moi importants sont au vert. D'ailleurs, il a parlé par exemple de la croissance. Il a tablé sur une croissance de 5%, ce qui est très important en 2022, puisque nous sommes déjà plus dément dans l'année du Corona. Et on est à plus de 6,5, n'est-ce pas? Alors, je voudrais dire justement que la semaine dernière, lorsque j'ai quitté le studio l'après-midi, d'habitude ils font ça avant, mais la statistique a attendu que je sois parti de l'émission pour déclarer dans l'après-midi que Israël, au dernier trimestre de 2021, était sur une croissance de 16%. Ce qui est énorme. Et sur l'année... Croissance annuelle. Annuelle, en rythme annuel, bien entendu. Et sur toute l'année 2021, on était à 7%, ce qui était beaucoup plus que ce qu'avaient dit, pensaient même des scénarios optimistes de la Banque d'Israël et du ministère des Finances. Maintenant, en 2022, puisque nous voyons toujours en avant dans cette chronique, il y a eu une analyse lancée par un des très grands économistes dans la société Metav, qui a été publiée dans la presse, puis nous sommes ici une revue de presse financière qui a fait écho de cette nouvelle analyse des prévisions en 2022. Et l'économiste de ces grands établissements financiers Metav a dit, moi, j'avais pensé qu'en 2022, la croissance ne serait que de 5%. Je la vois à 7%. C'est énorme. Maintenant, je voudrais ajouter quelque chose d'extrêmement important à ce sujet. En Israël, et c'est ce que dit aussi d'ailleurs la société Fitch, cette croissance-là est accompagnée d'une réduction du déficit budgétaire et d'un accroissement de l'excédent commercial. C'est-à-dire que en Israël, il n'y a pas comme par exemple en France où il y a eu une croissance qui est accompagnée d'une augmentation du déficit commercial. Parce que par exemple la France se désindustrialise. Tandis qu'Israël arrive dans tous les domaines à ne pas rester très importante, que ce soit dans les startups qu'on parle souvent, bien entendu, mais aussi dans d'autres domaines qui sont liés à la haute technologie et autres, arrive à rester au-dessus des autres pays. Et c'est donc très important et c'est une croissance saine. Je voudrais dire en plus, ce qui est important, une dernière chose, au niveau du chômage. On avait peur ici, on en avait parlé beaucoup à cause de l'Omicron, qu'en janvier, les chiffres soient très durs. Or, on a eu maintenant en février les résultats de janvier. Il y a eu, dans la deuxième partie de janvier, une petite augmentation du chômage de 0,2%, mais beaucoup moins grave que ce qu'on a vu, que ce qu'on avait cru qu'il y aurait et qu'il y aurait pu y avoir à cause de l'Omicron que beaucoup de secteurs étaient fermés. Alors qu'en France, ils ont dit oui, on a aussi une baisse du chômage, mais c'est pas la même chose. En France, j'ai entendu, ce sont des emplois qui sont beaucoup des emplois temporaires. En Israël, la croissance est accompagnée d'emplois beaucoup plus sûrs que ce qui c'est en France. Alors, je vais vous poser la même question que je vous pose régulièrement. Si tout va bien,
pourquoi, eh bien, le ministère des Finances apparaît comme extrêmement avare en gestes, en direction en particulier des couches sociales les plus défavorisées, à tel point qu'on l'a vu la semaine dernière, ça devient récurrent dans la vie politique israélienne. Eh bien, il y a des critiques qui fusent, y compris à l'intérieur de la coalition gouvernementale, contre Avigdor Lieberman. Pourquoi finalement se montrer aussi avare? Même si, effectivement, il faut faire attention de gérer l'économie, pourquoi ne pas faire montre d'un peu plus de compassion? Oui. En plus, même le ministère des Finances, pour appuyer votre question, qui est une vraie étonnement, a dit qu'il est très étonné par les chiffres de janvier de ce qui est des recettes fiscales qu'il a. Et il prévoit que dans les mois prochains, il y aura encore plus de recettes fiscales. C'est fou. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de recettes fiscales et on ne les redistribue pas aux plus faibles. Alors, c'est pas possible. Il pense que dans les 2 mois d'ailleurs, ça sera encore plus grand, mais comme il veut être prudent, il dira nous devons ça qu'en mars. Alors, je vais vous dire la chose suivante. D'abord, il y a eu des choses que le gouvernement a fait parce qu'il y a eu cette critique. Il y a eu, on en a parlé ici, augmentation de 50% de la solde des soldes des soldats et des choses qui n'ont pas été faites. Par exemple, une des grandes critiques a été faite, puisque vous avez parlé des défavorisés, c'est le problème du salaire minimum. C'est-à-dire que le gouvernement a accepté une augmentation du salaire minimum, mais en fait, vu l'inflation et on en va en parler, il y aura de l'inflation en Israël, c'est qu'en fait, il y aura une baisse du salaire minimum net. Et vous posez la question suivante. C'est-à-dire que le ministère des Finances, effectivement, d'ailleurs, n'a pas besoin encore de d'utiliser cet argent pour rendre la dette, puisqu'il arrive à baisser chaque mois son déficit budgétaire, et donc il ne va pas emprunter, parce qu'à mon avis, les taux d'intérêt vont augmenter. Alors, ce que vous posez, la chose suivante, ils ont dit, justement, à cause de vos critiques et de la population générale... c'est pas mes critiques, ce sont des critiques qui viennent de la part de centaines de milliers de nécessiteux. Ils parlent, donc, ils se sont engagés dans la fin de la semaine prochaine, je crois, à dire avant mars. Ils veulent dire, maintenant, on va voir les chiffres exacts, par exemple, de ce qui s'est passé en janvier, point de vue des secteurs qui ont été touchés. Et nous, à ce moment-là, nous voudrons leur donner des avantages, effectivement, il va y avoir, à cause de ça justement, sûrement, vous allez voir qu'il va y avoir des mesures importantes qui vont être prises justement par rapport aux classes défavorisées. Donc, il faut attendre, il faut voir ce qui se passe. Plus, effectivement, c'est intéressant, parce que plus la situation économique et financière est bonne, suivant les points que nous donnons, plus il y aura des demandes de la base et des députés pour le gouvernement pour lâcher de la bride et donner beaucoup plus. Par exemple, il y a une chose dont on parle beaucoup, que sans doute il va faire le ministère des Finances, c'est baisser les impôts, pas seulement d'ailleurs pour les tout défavorisés, mais jusqu'aux classes moyennes, en donnant ce qu'on appelle des nukudot zikouï, c'est-à-dire des points qui permettent de baisser les impôts. Sans doute, ça va être fait, c'est une des choses qui vous allez être entendu. Alors on aurait aimé faire une émission spéciale sur justement ces développements économiques encourageants et frustrants avec aussi. Joie. Mais on doit aussi parler de la situation de crise en Ukraine et de ses répercussions économiques sur l'État d'Israël. Oui. Quelles sont les répercussions économiques directes ? Vous avez sûrement entendu il y a 2 jours un cours d'histoire très important de Poutine sur la Russie, oui. Et notamment qu'il a donné maintenant à l'indépendance à 2 États dans l'Ukraine. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il a été, en tout cas, je vais surtout parler pour l'économie israélienne, les conséquences de cet acte-là. Que d'abord, il y a une augmentation massive du prix du pétrole. Le pétrole a augmenté et au-delà de $100 le baril. L'année dernière, on était à 50. C'est quand même très important. Si la crise de l'Ukraine ne se résout pas, et on parle d'un baril de pétrole à $120-140. D'ailleurs, il est possible, et j'espère peut-être que le gouvernement le fera, d'arrêter d'augmenter ses impôts sur l'essence pour ne pas tout répercuter. Mais justement, à cause de cela, il y a eu ce matin dans le Yediot Aharonot, il y a en première page que pour la première fois depuis 2012, le prix de l'essence en Israël de 7 shekels. C'est-à-dire on parle, vous avez dit, 30 agourotes, on parle de plus de 30 agourotes. C'est maintenant, ça va se jouer dans les jours qui viennent. Et donc,
Donc ça, c'est la première conséquence. La seconde conséquence, d'ailleurs, qui est liée à ça, c'est que ceux qui ont acheté des actions sur le gaz et le pétrole en Israël, vous avez entendu la société Delek, surtout de Tchouva, alors là, depuis le début de l'année, ils ont fait 25% en bourse. Alors ils ont eu du bon nez. Maintenant, je vais vous dire la chose suivante très importante. Et ça, c'est pour moi, parce que j'ai des questions d'Eolim là-dessus. Le résultat, pour l'instant, ce qu'on voit de la crise et aussi des peurs de l'inflation, c'est que les marchés boursiers, et y compris en Israël, bien qu'ils résistent mieux, ce sont des montagnes russes en ce moment. Très souvent, des augmentations de 1%, le lendemain, baisse de ça, 3%, c'est quelque chose de très très dur, et très très dur pour les épargnants, et des gens peuvent prendre des décisions qui sont mauvaises. Je voudrais ici faire l'état d'une étude qui a été faite sur 100 ans en Amérique sur la bourse, et qui a montré qu'il faut surtout pas agir par précipitation, que des gens qui sont restés de façon continue sur le marché des actions, de la bourse, des actions et obligations, alors ont plus gagné que des gens qui ont voulu sortir par précipitation, ce sont qui ont le plus perdu. Bien sûr, si on rentre quand c'est pas cher et qu'on vend quand c'est cher, c'est extraordinaire. Le grand problème que cette étude a dit, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal. Donc je parle généralement parce que j'ai des questions d'Eolim souvent en ce moment. Qu'est-ce qui se passe avec la bourse? L'année dernière, ça faisait qu'augmenter. C'est comme ça. Il faut faire très attention et surtout ne pas regarder chaque jour le cours de la bourse, de ce qui se passe et bien sûr prendre des conseils avec des gens qui n'ont pas des conflits d'intérêts. C'est vrai que il peut y avoir chez les banques et autres, des fois, ou dans d'autres entreprises financières, des problèmes de conflits d'intérêts. Mais je vous dis à tous, ne paniquez pas. Et surtout, il ne faut pas regarder chaque jour ce qui se passe si on n'a pas besoin de son argent le lendemain. Eh oui. Alors ça c'est un point important, on va parler de la Reshut des Neyarot RR. Alors je ne sais pas comment vous le traduisez en hébreu, mais c'est un forum extrêmement important qui a fait, la Reshut des Neyarot RR a lancé un avertissement sur les sociétés qui proposent des bénéfices, on va dire, extrêmement élevés dans le secteur de l'immobilier israélien. Oui, la Reshut Neyarot RR, c'est l'endroit où j'ai travaillé pendant 30 ans. Ça s'appelle, en français, on dit ça, l'autorité des marchés financiers. En Israël, c'est elle qui est chargée de protéger les épargnants, tout ce qui concerne la bourse, mais pas seulement la bourse, de tout ce qui peut s'apprêter à être ce qu'on appelle Niar RR, actions, obligations, mais des fois des produits financiers autres. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit la chose suivante? Et ça concernera beaucoup de gens de Olim, et j'ai aussi des questions là-dessus qui disent la chose suivante. On voit d'abord, souvent, comme vous venez de le dire, des sociétés qui disent, voilà, vu que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, et c'est un bon secteur, on vous propose, si vous acceptez de faire que votre épargne ne soit pas liquide pendant plusieurs mois, voire années, qu'après, vu ce qui s'est passé dans le passé, vous aurez des bonnes rentabilités. Je parle de projets faits en Israël. Qu'est-ce qu'ils parlent? Bien sûr, ils regardent sur ce qui s'est passé, là, par exemple, l'année dernière, ou même avant, que les prix de l'immobilier ont bien augmenté. Ils ajoutent à ça entre 2 et 3% qu'ils reçoivent de rentabilité des locations de ces endroits-là. Et ils disent, on vous dit que pendant ces dernières années, ça a fait du 10% par an. Mais la Reshut Neyarot RR est venue dire que ce genre d'investissement, qui c'est pas parce que vous voulez acheter votre maison, vous voulez investir dans la pierre, sans investir dans des produits financiers qui existent à la bourse, qui sont investis dans la pierre, mais qui ont le contrôle de la Reshut Neyarot RR. Alors, ils ont prévenu la chose suivante. Sachez que cette pratique est illégale. Pourquoi? D'après eux, même un métavers, vous savez, un agent immobilier, oui, même si c'est dans le cadastre, et que c'est pas en pure vue de vous acheter une maison ou l'acheter pour la louer en tant que des fois des gens qui font ça, mais que c'est un produit financier. D'après moi, dit la Reshut Neyarot RR, c'est un produit qui doit passer par nous, et parce que ce qui se passe, c'est quand ça passe par eux, on fait un prospect, en hébreu tashkif. Et là-bas, les sociétés sont obligées de dire beaucoup de choses qu'ils ne disent pas aux clients généralement lorsqu'ils vont investir là-bas. Et à ce moment-là, ça évite beaucoup de mauvaises surprises, et les gens ont beaucoup plus
plus de renseignements par ce moyen que ce qu'ils ont lorsque cette société n'est pas sous le contrôle de la rechute ניירות ערך. Alors voilà, il nous Maintenant, reste très importante aussi, que la rechute Shuk HaHon, ça c'est ceux sur les retraites, ils disent, nous voyons aussi des sites internet qui maintenant proposent aux gens, on sait comment vous faire des bonnes retraites, et elle dit, ce ne sont pas des gens qui ont notre Rishayon, c'est-à-dire notre permis d'être ce qu'on appelle Sochen Bitoar. Faites très attention. Oui. Demandez bien lorsque vous avez un conseil de retraite si cette personne-là est un professionnel qui a un diplôme reconnu de pouvoir exercer cette profession. Eh bien, on va en rester là, Daniel, bien qu'il y ait encore un titre sur le Supersal, oui, mais alors vraiment 30 secondes, parce qu'on a déjà dépassé notre temps. Juste 30 secondes, très important. La Supersal Online, beaucoup de font leur course par Internet. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu aux gens des produits, et ils ont dit, si vous achetez encore plus, vous aurez droit à des coupons qui vous font une réduction sur l'achat que vous avez fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Les coupons qu'ils ont donnés étaient des coupons qui avaient des dates très limitées. Et lorsque ce produit est arrivé à la maison, on la commande, alors les coupons étaient déjà dépassés. Donc les gens ont acheté plus et n'ont pas eu la réduction. Ils ont été en colère. Ils ont appelé aussi l'autorité de la concurrence qui a dit que on va attaquer en justice Supersal Online parce que c'est vraiment tromper les consommateurs. Eh bien, merci beaucoup. On vous rend hommage parce que vraiment vous cherchez dans la presse israélienne les informations qui peuvent toucher le consommateur israélien, nos auditeurs en particulier. Et on vous en remercie beaucoup, Dr Daniel Gounine. Merci encore pour ce survol de la presse économique.